le système professionnel québécois a été créé en 1973. Donc, on appartient à un système qui s'appelle le système professionnel du Québec. Ce système-là, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est en 1973 que ça a été créé. Donc, c'est pas depuis les débuts de la colonie, c'est pas depuis 4-5 ans. Ça fait quand même 45 ans. OK? Aujourd'hui, en plus du Code 25, et en plus du Code des professions, OK, puisque la loi qui institue le système professionnel, ça se nomme le Code des professions. Et il y a 25 lois particulières, puis environ 500 règlements qui touchent 347 000 membres. Il y a 347 000 professionnels au Québec. Et vous faites partie, nous faisons tous partie, ou vous allez bientôt faire partie de ce groupe-là. C'est un groupe qui a acquis un privilège. Le privilège d'exercer certains actes. Les actes que les professionnels exercent ne sont pas des droits. Il y a personne qui a le droit de réclamer, de se réclamer du droit d'exercer. Ça n'existe pas. Il y a une très forte jurisprudence là-dessus, et c'est pas juste au Québec, c'est partout au Canada la même chose. Les lois sont différentes dans les autres provinces, mais ils sont quand même similaires. OK? Et l'exercice professionnel est un privilège, et on doit se qualifier pour avoir ce privilège-là. OK? Et on se qualifie auprès de l'État, qui mandate les autres professionnels pour le faire. Qui chapeaute tout ce système-là, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Donc, mon patron à moi, là, c'est le ministre responsable de l'application des lois professionnelles, le ministre de la Justice. C'est à lui que je réponds. C'est à lui que tous les autres professionnels répondent. Et c'est lui qui est en charge de faire respecter les lois professionnelles. Donc, on comprend qu'on est dans un cadre réglementaire très strict. Okay? Et l'ordre professionnel n'a pas, à lui seul, un pouvoir. On dit qu'il est mandataire de la puissance publique. L'ordre professionnel reçoit son pouvoir de l'État et administre pour l'État les acupuncteurs qui ont reçu le privilège d'exercer. En dessous du ministre, il y a l'Office des professions, qui est un organisme gouvernemental qui surveille le travail des ordres professionnels et qui, je dirais, lorsque, par exemple, on dépose des modifications réglementaires, pour modifier un règlement, on les dépose à l'Office des professions qui l'analyse pendant 5, 6, 7 ans et qui finit par éventuellement le présenter au ministre. C'est un processus très long. Et à côté de ça, ici, vous avez le Conseil interprofessionnel où les présidents de tous les ordres et les syndics de tous les ordres et les présidents de comités d'inspection de tous les ordres se rassemblent. Donc, il y a le Grand Conseil où ce sont les présidents des ordres, auxquels moi je participe. Donc, tous les présidents de tous les ordres sont là et on parle de problématiques communes à tous les ordres. Il y a le Forum des syndics où tous les syndics se rencontrent pour je dirais, partager leur expérience et partager leurs problématiques. Même chose au niveau de l'inspection professionnelle, au niveau de la communication, etc. Donc, c'est des services qu'on se donne mutuellement. Et il y a évidemment l'ordre professionnel, okay, qui, lui, est chapeauté par un conseil d'administration. Et c'est vous qui élisez le conseil d'administration. Donc, à chaque 4 ans, il y a des élections. Et à chaque 4 ans, dans chaque région, le Québec est divisé avec les régions administratives. On a regroupé certaines régions à cause, je dirais, du peu de nombre de membres qui sont dans chacune des régions. Et à chaque 4 ans, vous allez élire un représentant. S'il y a personne qui se présente aux élections, c'est le conseil d'administration qui nomme quelqu'un. Vous avez le bureau du syndic, le comité de révision qui révise les décisions du syndic quand les gens sont pas satisfaits des décisions. Alors, par exemple, quelqu'un qui fait une demande d'enquête et le syndic lui dit, il n'y a pas matière à porter plainte. Si la personne n'est pas satisfaite, elle demande une révision de son dossier. C'est le comité de révision qui fait ça. Le conseil de discipline, si la plainte est acceptée, le syndic transmet la chose à son procureur qui, lui, traduit
l'acupuncteur fautif au comité de discipline, et aussi le comité d'inspection professionnelle qui, lui, joue plus un rôle, je dirais, préventif et qui va visiter tous les acupuncteurs pour indiquer aux acupuncteurs les correctifs à apporter pour être complètement conformes là, à la réglementation. Il y a aussi, évidemment, le comité de formation auquel participe, c'est l'Ordre qui préside le comité de formation, mais la Maison d'enseignement et le ministère de l'Éducation participent à ce comité-là. Et là, évidemment, on parle du programme d'acupuncture. Le comité d'arbitrage, quand il y a c'est l'arbitrage des comptes. Puis il y a d'autres comités qui, eux, ne sont pas statutaires. Comité de formation continue, comité de communication, comité jeunesse, etc., qui sont des comités que les ordres peuvent ou non mettre en place. Les autres comités dans des comités obligatoires. Il y a l'Assemblée générale des membres. Une fois par année, il y a une réunion. Vous êtes tous invités et on vous présente les rapports du travail qui a été fait dans l'année. C'est le même rapport qu'on présente au ministre. Okay? Donc, on vous présente aussi le rapport. Et l'Assemblée générale a 2 pouvoirs. Décider le mode d'élection à la présidence, puisque la présidence peut être élue soit au suffrage universel, c'est-à-dire tous les membres votent pour un ou une présidente, ou encore élue au sein des administrateurs qui, eux, ont été élus par les membres dans les régions. Et depuis le début de l'ordre, l'Assemblée générale a toujours choisi ce mode d'élection-là, c'est-à-dire que les membres élisent des administrateurs et les administrateurs, entre eux, choisissent une personne pour présider le conseil. Okay? Le président n'a pas de pouvoir en soi. Bonjour. C'est le conseil d'administration qui a le pouvoir. Le président est le porte-parole du conseil d'administration. Et évidemment, il a un droit de surveillance sur tout ce qui se passe à l'ordre. Okay. Le Code des professions fixe les normes relatives à la composition des ordres et leur impose des obligations visant à assurer leur fonction première, qui est de protéger le public. Hein, on l'a dit tantôt, quand on a fait un tour, ça sert à protéger le public, un ordre. Donc, c'est dans le Code des professions que toutes les normes visant la protection du public sont déterminées. Donc, l'Office des professions veille à ce que les ordres assurent la protection du public. Le Conseil interprofessionnel, fondé, lui, en 1965, crée un lien entre les ordres et l'Office, supervise les différents forums, vise le partage d'expériences, favorise la formation du personnel. Les ordres professionnels, comme on le disait, sont chapeautés par un conseil d'administration qui est chargé d'administrer les affaires de l'ordre, qui voit l'application des lois et des règlements et qui forme les comités obligatoires. C'est le conseil d'administration qui décerne les permis d'exercice. C'est pas moi, c'est pas Alain, c'est pour personne d'autre. C'est le conseil d'administration qui, évidemment sur la recommandation du comité d'admission, qui lui a analysé les différents dossiers, qui va émettre le permis. Le comité d'inspection professionnelle surveille, lui, l'exercice de la profession et il fait de l'inspection sur la compétence. Le syndic, lui, il enquête et il porte plainte lorsque l'enquête se révèle positive. Au niveau du conseil de discipline, lui, il entend les parties. C'est un tribunal, donc il y a un juge qui est nommé par le ministre de la Justice. Donc, c'est un avocat qui est nommé là comme président du comité de discipline et le président du comité de discipline agit comme juge. Le conseil d'administration assigne des acupuncteurs au président du comité de discipline, parce que lui, c'est un avocat, il connaît rien à l'acupuncture. Donc, il y a 2 acupuncteurs par cause qui sont assignés au président du comité de discipline à titre d'assistant pour lui expliquer les choses en matière d'acupuncture pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe dans la cause quand ça touche à des éléments relatifs à l'exercice spécifique de l'acupuncture. Et finalement, le comité de révision là, qui révise les décisions du syndic lorsque non satisfaisantes. Chacun est tenu de prêter serment afin de préserver la confidentialité des informations reçues, c'est-à-dire qu'au sein de l'ordre, l'information ne circule pas d'un département à l'autre. Les dossiers d'Alain, c'est les dossiers d'Alain, il y a personne n'a accès à ça. Les dossiers de l'inspection professionnelle, c'est les dossiers de l'inspection professionnelle, personne n'a le droit de regarder ça. Les dossiers administratifs, c'est pour l'administration et c'est les gens de l'administration qui ont accès à ça. Donc, c'est très cloisonné et
Ce qui se passe, et Alain va peut-être sûrement parler un petit peu plus, ce qui se passe dans son département, ça se passe dans son département. Nous ne sommes au courant, nous, des gens qui vont être traduits en discipline qu'au moment où ça arrive. Pendant tout le temps qu'il y a l'enquête, on ne le sait pas. Le Code des professions prévoit un devoir d'information mutuelle entre les comités d'inspection et syndics aux fins de la protection du public. C'est sûr qu'ils peuvent se parler. S'il y en a un qui voit quelque chose, il dit « Hey, ce serait peut-être important que tu ailles visiter monsieur ou madame parce que j'ai un petit doute. » Les autres comités, donc formation initiale, continue, examen des titres, maintenant comité d'admission, exercice illégal, comité scientifique, comité des coms, comité jeunesse. Les différentes lois, règlements qui nous touchent sont le Code des professions, la loi sur l'acupuncture, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, la loi médicale à titre consultatif, le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le Code de déontologie des acupuncteurs, le règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs, le règlement sur les déchets biomédicaux, le règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des acupuncteurs, le règlement sur le comité d'inspection professionnelle, le règlement sur la assurance de la responsabilité professionnelle des acupuncteurs, le règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux acupuncteurs, le guide de prévention des infections dans l'exercice de l'acupuncture, la tenue de dossier par l'acupuncteur guide d'exercice, trousse d'exposition percutanée accidentelle, l'inconduite de nature sexuelle dans la relation professionnelle, le guide sur la formation continue obligatoire, tout ça, vous retrouvez ça dans votre cartable que vous devez absolument avoir. Je pense qu'il y a à peu près juste le code de la route qui ne nous touche pas. Hein? Un petit historique, avant 1977, l'acupuncture était considérée comme un acte médical. Donc, avant 1977, les acupuncteurs au Québec étaient poursuivis par le Collège des médecins pour exercice illégal de la médecine. C'était une époque assez héroïque. Les acupuncteurs qui étaient en exercice à ce moment-là, ils voulaient vraiment. Ils voulaient vraiment. C'est en 1977, donc, qu'il y a une première modification à la loi médicale qui permet aux non-médecins d'exercer l'acupuncture. En 1986 arrive la première réglementation. Donc, vous voyez que c'est très long, hein, le processus. 1977 à 1986, là, il y a du monde. Donc, et puis ici, probablement, de 1955 à 1977, il y a du monde qui ont essayé de parler au gouvernement et au Collège des médecins pour essayer de changer les affaires. En 1977, ça change. Ça a probablement pris une vingtaine d'années à faire changer ça. OK? Puis après ça, ça prend 9 ans pour qu'il y ait un premier règlement. Et en 1977, on dit, OK, les acupuncteurs non-médecins, ils vont avoir le droit de pratiquer. 9 ans plus tard arrivent les règles qui déterminent comment ils vont pratiquer. C'est long. Puis pendant ce temps-là, ben, les acupuncteurs, ils se sont battus comme chien et chat pendant des années pour savoir qui allait avoir raison sur qu'est-ce que ça allait être l'acupuncture puis comment il fallait que ça se pratique. Si les acupuncteurs s'étaient pas battus ensemble, ça aurait été beaucoup plus vite. Hein? Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait les écoles d'acupuncture avec des gens qui possédaient les écoles d'acupuncture, qui faisaient beaucoup d'argent avec ça, et puis qui avaient leurs propres associations, puis les gens payaient pour être membres de l'association après avoir payé leur cours. Hein? Et puis, ben, je veux dire, tout le monde était convaincu que c'était eux autres qui avaient la meilleure école. Hein? Et puis, ben, c'est ça. Ce qui fait, puis là, il y en a un qui a vendu son programme au Collège de Rosemont. Fait que tout le monde était en 3 petits points. OK? Parce que c'était le traître qui avait vendu son programme. Il est devenu directeur du programme. Il a engagé ses étudiants pour enseigner. Et c'est comme ça que le programme a commencé. OK? C'est la petite histoire. Donc, 86, première réglementation qui détermine le programme au Collège de Rosemont et qui crée un registre au Collège des médecins où les acupuncteurs non-médecins doivent s'inscrire. Hein, donc, les premiers acupuncteurs dans les années 80 qui ont été accrédités par les premiers examens, etc., devaient s'inscrire au Collège des médecins. C'était le Collège des médecins qui surveillait l'exercice des acupuncteurs parce qu'il n'y avait pas d'ordre des acupuncteurs. Et ça a pris encore 9 ans, de 86 à 95, pour que les médecins s'écœurent et nous mettent dehors
et nous donnent notre propre ordre professionnel. Bon, on fait un peu des blagues avec ça, mais je veux dire, on a été chanceux d'être sous l'aile du Collège des médecins pendant 9 ans. Ils nous ont appris comment ça marchait. Et démarrer un ordre professionnel, ça coûte très cher. Ah, il faut écrire des règlements. C'est pas le gouvernement qui nous dépose nos règlements, c'est nous autres qui écrivons nos règlements, qui les présentent au gouvernement, qui nous dit « Ah, c'est pas très bon, recommencer ». Donc, heureusement qu'on avait le contentieux juridique du Collège des médecins pour nous aider à faire ça. Ils nous ont appris à faire de l'inspection professionnelle, ils nous ont appris à faire des enquêtes du syndic, etc. Et ce qui fait que c'est avec la bénédiction du Collège des médecins qui ont dit au gouvernement, écoutez, les acupuncteurs ont acquis assez d'expérience maintenant, ils sont assez nombreux pour avoir leur propre ordre professionnel. Et évidemment, en 95, on a eu l'ordre professionnel des acupuncteurs. C'est un peu ça notre histoire. Donc, vous voyez que notre histoire s'inscrit vraiment dans l'histoire politique du Québec. OK? Je veux dire, on est vraiment partie prenante là, de l'État, les ordres professionnels, puisque c'est l'État qui nous crée. Si bien dit, la responsabilité d'un ordre professionnel, c'est la sécurité de la pratique. Il y a un discours qui commence à se véhiculer au niveau du Conseil interprofessionnel. C'est pas la protection du public, c'est la protection de la personne. On protège les individus qui vont consulter les acupuncteurs. Parce qu'on sait tous que les acupuncteurs sont dangereux. Hein? Pourquoi qu'on est dangereux? Pourquoi qu'on est dangereux? Parce qu'on a des aiguilles? Si on touche le poumon, c'est dangereux. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y a un cas dernièrement, justement, 2 cas à Hong Kong de décès il y a quelques semaines de ça par pneumothorax. Oui. On en a eu ici des pneumothorax au Québec. C'est à cause de l'acupuncture? Oui. Perforer le poumon. Il n'y a pas juste le poumon qu'on peut perforer, hein. On peut aller dans tous les organes vitaux et causer des dégâts. Est-ce qu'il y a juste pour ça qu'on est dangereux? Non. On est dans une relation, pas d'autorité, mais les patients viennent nous voir pour avoir des soins, donc on a quand même... C'est ça, un ascendant sur la personne dont on peut abuser. OK? On est dangereux pourquoi? Ah! Oui, on peut infecter les gens. On peut les infecter, correct. Il y a un cas en Ontario, le cas de Testagouza, 26 personnes infectées par la tuberculose cutanée. 6 millions de dommages à l'assurance. Oui, un acupuncteur. Mauvaise stérilisation du matériel. Ici, maintenant, c'est des aiguilles à usage unique. Donc, on peut brûler des gens avec des moxas. C'est ça. Et il y a des acupuncteurs qui inventent des techniques. Donc, Alain vous parlera tantôt. Qui inventent des techniques assez originales. Comme frapper un patient avec une savate. Donc, les acupuncteurs sont dangereux. Et on va voir, vous comprendrez qu'on est encore plus dangereux que tout ce que vous avez dit tantôt. Donc, c'est parce qu'il y a des éléments cognitifs. Hein? Il y a des éléments pratiques, puis il y a notre rapport au monde. Il y a notre savoir spécialisé. Il y a des affaires qu'il y a juste les acupuncteurs qui sont capables de faire. C'est pour ça que vous avez le privilège d'être acupuncteur, c'est parce que vous avez démontré que vous étiez capable de les faire. Il y a des éléments pratiques, il y a un savoir-faire professionnel. Vous avez un bagage de connaissances que vous êtes capable d'appliquer avec une personne. On appelle ça la compétence. La compétence, là, la personne compétente, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sait des affaires, elle a un vécu, elle a appris des affaires à l'école, elle a appris des affaires dans la vie, elle a appris des affaires par elle-même, puis elle ramasse tout ça, puis elle met ça dans la relation avec une personne, avec un individu à un moment précis de sa vie à elle et de la vie du patient ou du client, puis là, il se passe quelque chose. Puis là, quelque chose, c'est supposé être pour répondre aux besoins du patient qui est là. Le patient vient parce qu'il souffre. Il dit « Hey, toi, de l'expert, là, j'aimerais ça arrêter de souffrir. » Puis, on intervient avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on sait, avec notre compétence pour répondre aux besoins du patient. C'est ça qu'on est supposé de faire. Et ça, on va en reparler dans la journée, ça détermine bien les choses. Et il y a notre savoir-être. Et quand on fait ça, on le fait comment? On le fait avec tout ce qu'on est.
C'est pas juste un acte technique. On fait ça avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on croit. On fait ça avec... Moi, je suis un défenseur de la subjectivité. Pour moi, il n'y a pas d'objectivité. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est objectif. On est tous subjectifs parce qu'on est tous dans nos sens. Ce qu'on perçoit, c'est à travers ce qu'on ressent. C'est à travers nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre nez. On est complètement subjectif parce qu'il y a toute notre histoire derrière. Il y a ce que nos parents ont fait de nous, ce que leur environnement a fait de nous. Et quand on rencontre la personne, on la rencontre avec tout ça, puis elle arrive avec tout ça. C'est deux mondes qui se rencontrent. Totalement subjectif. Ce que ça prend, c'est de la rigueur. Souvent, ce qu'on entend par objectivité, c'est rigueur. Il faut être capable d'objectiver tout ça. Il faut être capable de voir tout ça. Quand je décide de poser un acte professionnel, pourquoi est-ce que je pose mon acte comme ça? Quand je dis telle chose ou telle chose ou telle chose à la personne, pourquoi est-ce que je le dis? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'a amené à croire que ça, ce que je dis là, c'est vrai? Ou si c'est pas vrai, c'est la meilleure affaire à dire à ce moment-là. Et c'est ça l'acte professionnel. Le professionnel véritable intervient en toute connaissance de cause. Et lorsqu'il offre sa compétence comme ressource à la personne qu'il consulte, la personne qui le consulte doit pouvoir prendre une décision libre et éclairée par rapport à ce qu'on lui propose. Elle est au courant de tout ça. Hein? Et c'est la responsabilité de l'ordre professionnel pour protéger la personne, de s'assurer que ses membres vont faire ça. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Parce que nous, on a pensé que c'était une bonne idée qu'on en parle ensemble. Les problèmes éthiques nécessitent donc une conscience adéquate des enjeux. C'est quoi les enjeux quand vous recevez quelqu'un en clinique? On va essayer de clarifier ça, de vous amener à voir quels sont vos enjeux à vous. Et ça se peut que ça se ressemble, mais ça se peut qu'il y ait des enjeux très différents pour les uns et pour les autres. Donc, on applique une approche éducative plutôt qu'une approche répressive. Donc, on s'imagine qu'à la fin de la journée, vous aurez une connaissance du système professionnel, de ses objectifs et de ses procédures, que vous pourrez identifier les motifs qui ont suscité l'attribution d'un ordre professionnel aux acupuncteurs, que vous serez en mesure de considérer les implications pour votre pratique d'être reconnu comme professionnel de la santé. C'est pas rien d'être reconnu comme un professionnel de la santé, là. C'est sûr qu'on s'en va à l'école, on apprend ça, puis on sort de là, puis tout à coup, on est acupuncteur. Ou infirmière, ou médecin. Bon, les médecins, ils le savent, je pense qu'ils sont médecins. Mais les acupuncteurs, on n'est pas dans le système. On n'est pas dans la grosse machine dans l'industrie de la santé. Okay? C'est une industrie. Nous, on est comme des outsiders. Là. On est à côté de ça, puis on fait notre petite affaire tout seul dans notre bureau, des fois avec quelques amis. Ce qu'on n'a pas on développe pas cette perception-là d'appartenir à cette grosse patente-là. Là. Mais il reste quand même qu'on fait le même travail. C'est les mêmes objectifs d'aider le monde. Et c'est les mêmes règles qui nous chapeautent. Donc, on a comme un petit effort de plus à faire à cause, je dirais, de la façon dont on pratique, en privé essentiellement pour la plupart d'entre nous. Okay? Donc, on a un petit effort de plus pour prendre la mesure à quoi on appartient. Et évidemment, il y a des obligations qui vont avec ça, des obligations envers l'ordre, la communauté, le public, la réglementation et l'État. Vous pourrez identifier les problématiques spécifiques reliées aux notions d'éthique et de déontologie et serez en mesure d'identifier les mesures appropriées pour gérer la spécificité de chacune de ces problématiques. Vous avez une auto-évaluation qui va vous permettre, et ça c'est pour vous autres, on ne la ramasse pas, on ne veut pas le savoir, quels sont mes points faibles, moi?
Ou est-ce que ça se peut que, pour une raison ou pour une autre, je sois tenté de faire quelque chose que je ne suis pas supposé de faire? Vous aurez une vision dynamique du contexte de la relation thérapeutique et serez en mesure d'identifier votre propre position dans le rapport thérapeutique. Ça arrive pas souvent qu'on se questionne qu'est-ce qui est là quand je suis avec un patient, moi? On va voir ça. Vous aurez développé des capacités réflexives minimales qui vont vous permettre de vous auto-évaluer en matière d'éthique, de déontologie, de tenue de dossier. On va essayer de vous amener dans un cheminement éthique, d'initier ça. Je suis sûr que vous êtes déjà là-dedans, mais peut-être que vous n'avez pas identifié que vous étiez là-dedans. Donc, on va essayer de mettre un peu d'emphase là-dessus. Vous aurez une connaissance suffisante des mécanismes de contrôle, comité d'inspection professionnelle, syndic, discipline sous l'égide de l'ordre. Vous aurez une connaissance minimale des mécanismes de transfert et de contre-transfert. C'est une clé importante dans l'éthique et la déontologie, ça. Vous aurez une connaissance suffisante de la jurisprudence et vous aurez identifié certaines des zones de vos zones de fragilité.